bonsoir à toutes et à tous. Et merci beaucoup de votre présence pour cette nouvelle rencontre virtuelle de la librairie Dialogue, lors de laquelle nous aurons le plaisir ce soir d'entrer dans l'univers romanesque de Judith Pérignon. Alors bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, je vous remercie d'avoir organisé tout ça. Alors, avant tout, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes journaliste, romancière et essayiste, et l'écriture au cœur de votre vie s'épanouit sous différentes formes. Alors, l'écriture journalistique, que l'on peut découvrir à travers vos reportages pour M, le magazine du Monde ou la revue 21. L'écriture radiophonique aussi, que vous avez explorée lors de passionnantes grandes traversées réalisées pour France Culture et qui nous ont menés à la découverte de grands personnages de l'histoire que sont Frank Sinatra, Mohamed Ali ou encore Margaret Thatcher. Vous avez également écrit pour les autres, notamment le peintre, graveur et sculpteur Gérard Garouste ou encore la cinéaste Marceline Loridan-Ivens, déportée alors qu'elle était adolescente et avec qui vous avez écrit deux superbes récits, Et tu n'es pas revenu et L'amour après. Et puis l'écriture romanesque. Alors vous êtes l'autrice de plusieurs textes inclassables entre la biographie, l'essai et le roman qui nous ont menés à la suite de Vincent van Gogh dans C'était mon frère ou de Victor Hugo dans Victor Hugo vient de mourir, tous deux parus aux éditions de l'Iconoclaste. Vous avez aussi un tropisme américain. Vous nous avez fait parcourir ce territoire dans Les Faibles et les Forts, qui est paru aux éditions Stock. Et puis, vous y revenez aujourd'hui avec ce livre, Là où nous dansions, qui est paru aux éditions Rivage, et qui est un superbe roman dont nous allons donc parler ce soir. Alors, c'est un roman choral qui enchevêtre les destins des personnages et les époques et qui nous raconte l'histoire et les mémoires d'une ville aux nombreux paradoxes, tour à tour encensée et déchue. Cette ville, c'est celle de Détroit et on la découvre donc des années 30 à nos jours. C'est un roman fort, bouleversant, d'une grande précision historique qui nous fait rencontrer de nombreux personnages, certains célèbres et d'autres anonymes ou invisibles. C'est aussi un roman politique qui nous amène à nous interroger sur le capitalisme qui dirige notre monde actuel. Et puis enfin, c'est un roman musical, vibrant, profondément humain et qui amène de la vie et des voix dans une ville sinistrée et à l'arrêt. Alors, cette ville de Détroit, vous l'avez découverte, je crois, en 2010, lors d'un reportage pour la revue 21. Est-ce que vous pourriez nous raconter le chemin qui vous a mené de ce premier reportage jusqu'à ce roman, Là où nous dansions, et nous raconter surtout comment l'écriture de ce roman a été nécessaire pour vous? Alors oui, j'arrive en 2010, en août 2010, pour 21 à Détroit, avec un sujet qui était les jardins de Détroit. À l'époque, on redécouvrait cette ville qui avait été un peu oubliée, qu'on avait laissée de côté, et les ruines de Détroit fascinaient beaucoup, la photographie, les vidéos, et c'était comme si on redécouvrait cette ville parce qu'on y projetait la fin de notre civilisation. Détroit, c'est la grande civilisation industrielle du début du XXe siècle. Et ce monde-là s'était effondré, et ce monde-là, c'est un peu le nôtre. Et moi, je suis partie là-bas parce qu'on lisait aussi que les habitants de là-bas, puisqu'il n'y avait plus rien, et y compris plus de magasins, plus de quoi acheter des légumes, des produits frais, s'étaient mis à recultiver. C'était amusant, ce fleuron de l'industrie américaine où les gens repartaient de zéro, c'est-à-dire de planter des pommes de terre. Et donc, je suis arrivée à Détroit en août 2010, un peu effrayée, un peu inquiète, bien sûr. Ville cabossée, ville du crime, comment j'allais me débrouiller là-dedans. J'avais pris quelques contacts préalables, mais j'ai eu des sensations très fortes tout de suite. D'abord, c'est très étrange de se retrouver dans une ville américaine qui a été aussi grande, aussi imposante que New York, Chicago. Vous voyez, tous ces décors qu'on connaît même sans y être allé, ça c'est l'Amérique, c'est les films. Et d'un coup, vous êtes tout seul sur Broadway Avenue et vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Se sentir seul dans une grande avenue américaine au milieu de buildings, c'est étrange. Mais c'était le cas en 2010 et le centre-ville était désert. Bon, et je me suis connectée aux gens qui, justement, dans les associations, chez eux, cultivaient. Et je me suis pris en pleine figure le récit de leur vie, leur attachement à cet endroit. Et j'ai senti monter en moi, alors c'est une ville noire à 85%, donc j'ai vu essentiellement une population noire. Et je me suis sentie projetée dans des romans que j'aime depuis que je suis adolescente. J'avais chaque fois l'impression que ces gens-là étaient sortis de romans que j'aime. J'ai beaucoup pensé à Toni Morrison.
Et donc, mes émotions étaient, on a toujours des émotions en reportage, parce que la beauté de notre métier, c'est de rencontrer des gens et d'écouter des histoires. Mais là, tout était décuplé. Je pense parce que justement, ce tropisme américain dont vous parlez, j'aime énormément la musique américaine, la littérature américaine. Et là, j'avais basculé dans le décor. Mais pas le décor de la propagande américaine. Justement, il n'y a plus de propagande là. Il n'y a plus de vernis, il n'y a plus rien. C'est les gens, tout est en brut. Et c'est des gens qui vous racontent leur histoire de manière brute. Vous êtes dans ces maisons. Et je me souviens avoir voulu être dans un grand jardin. Enfin, un grand jardin, c'est même des grandes terres où des gens, une association, ils m'ont dit bah, si tu veux parler, tu mets les gants. Et donc, je me suis retrouvée à bêcher comme ça avec ces femmes qui racontaient le Ku Klux Klan, les usines. Donc, j'avais à la fois, j'étais dans un film, je bêchais, enfin, beaucoup d'émotions. Et tout ça pour vous dire que je pense que le roman, même si à l'issue de ce séjour de 15 jours, 3 semaines là-bas, j'ai fait un long article pour 21, je pense que déjà là-bas, à ce moment-là, l'été 2010, il y a une matière romanesque. Vous faites des va-et-vient dans le temps tout le temps. Vous voyez des ruines, vous vous dites qu'est-ce qu'il y avait là. Et il n'y a que la littérature qui peut raconter l'histoire dans son ensemble, qui peut aller loin dans le temps. L'article, à un moment, il a des bornes. Voilà. Alors, là où nous en sommes, c'est le roman d'une ville, vraiment, le roman de Détroit. Et cette ville, elle est absolument unique. Elle a été le symbole du rêve américain, le fleuron de l'industrie automobile, le berceau du célèbre label de musique de la Motown. Et puis, elle a connu ces 40 années de déchéance, d'abandon. Elle est devenue un lieu de violence et de criminalité. C'est aussi une ville qui, géographiquement, peut sembler assez incompréhensible. Vous nous en direz peut-être quelques mots. Alors, comment est-ce que rapidement, juste vous nous la présenteriez, cette ville? La ville d'aujourd'hui, enfin, elle a déjà changé par rapport à cette année 2010, hein, parce qu'elle est aujourd'hui, ben, ça fait partie du livre, elle a été pas mal reprise en main financièrement. Mais c'est une ville qui a agrégé, alors ça c'est l'Amérique, hein, toutes les couches successives d'immigration. C'est une ville à l'histoire française, hein, c'est une ville fondée par un Français, puis reprise par les Anglais, mais où on voit pas mal de traces dans les rues, des noms Beaubien, Beaufait, tous ces noms qui sonnent français, ils ont du mal à prononcer. Donc les premiers pionniers étaient vraiment français. Et puis c'est une ville qui s'est développée de manière folle et qui s'est réeffondrée. Donc c'est une ville très vaste qui aujourd'hui qui est balafrée par plein d'autoroutes, qui avait un centre-ville éteint, mais les vrais critères du centre-ville américain, c'est beau building, et puis des zones où tout s'était effondré, donc des herbes folles. Puis vous retrouviez un petit quartier, mais c'est encore comme ça aujourd'hui, c'est une ville qui a été tellement vaste, qui a eu 2 millions d'habitants, avec des grandes, chaque fois qu'une grande usine se construisait, ben, on construisait autour des petits quartiers pour les ouvriers. Il faut imaginer que ces usines, elles ont disparu et il reste des petites maisons comme ça. C'était aussi le triomphe de la petite maison individuelle. C'est-à-dire que voilà, l'industrie vendait le rêve américain. Vous travaillez là, vous avez un salaire, vous êtes docile, vous aurez votre petite maison, votre driveway, vos 2 voitures que vous allez nous acheter. Donc, ils ont bien fait en sorte de détruire les transports en commun pour que tout le monde ait des voitures. Et c'est une ville qui raconte à elle toute seule tout l'essor industriel et tout le déclin en même temps. Et maintenant, c'est des îlots, comme ça, des îlots, et certains dangereux, certains plus sympathiques, et c'est encore très déconnecté. Donc, on s'y perd. Alors, c'est une ville aussi, c'est la première ville où le temps est devenu de l'argent, où la course effrénée de notre monde vers la vitesse a commencé. Mais vous, quand vous la découvrez en 2010, elle est vraiment à l'arrêt, parsemée de ruines, même si des gens y vivent encore. Et c'est cet arrêt, finalement, qui rend possible, qui en fait un territoire romanesque, qui rend possible le roman, parce que tout reste à raconter et tout reste à comprendre. Mais comment est-ce qu'on raconte des lieux qui n'existent plus, puis une ville qui a pris tant de visages différents? Vous y apportez une très belle réponse avec ce roman qui tire beaucoup de fils narratifs différents et puis qui est structuré en 4 saisons, donc l'été, l'automne, l'hiver et le printemps, qui vont chacune mêler les époques. Comment cet enchevêtrement du temps il s'est imposé à vous au moment de l'écriture? En fait, il s'impose dans l'écriture parce qu'il est là tout le temps quand vous vous promenez. C'est-à-dire que vous ne voyez que des vestiges ou des friches, donc vous dites qu'est-ce qu'il y avait là, qu'est-ce qu'il y avait là. Et moi, je suis toujours fascinée parce que les gens qui ont grandi dans cette ville, hein, il y a encore 750 000 habitants, je pense que dans leur... Comment ça, nous, les villes, elles changent aussi, mais ça détruit, on reconstruit. Et je pense qu'ils ont des paysages fantômes, hein, comme ça. Ils ont des paysages fantômes devant les yeux. Et ils vous disent, ben là, il y avait un grand magasin.
Là, il y avait une pompe à essence. Là, il y avait un grand lycée. Et là, c'était plutôt les Italiens. Et là, c'était plutôt les Juifs. Et là, c'était voilà. Et donc, vous n'arrêtez pas de remplir le vide. Donc, forcément, quand vous écrivez, c'est pour raconter ce qui n'est plus. Mais ce qui est encore dans les... Et pourquoi c'est tombé? Moi, j'avais envie d'expliquer par la voix de ces personnages euh, pour qu'est-ce qui s'est passé. Parce que justement, on a plaqué sur Détroit la crise économique de 2008. Moi, j'y étais en 2010. On redécouvre Détroit parce qu'on se dit, ben voilà, crise des subprimes. Et on montre les petites maisons affaissées de Détroit. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on dit. Alors que cette ville, ça faisait 40, 50 ans qu'elle déclinait, qu'elle s'effondrait. Et généralement, on nous a vendu une espèce de fatalité économique, alors que c'est bien plus important que ça. Et justement, au gré de ces 4 saisons, on va se balader dans les années 30, dans les années 60, dans les années 2000. On va faire des va-et-vient sans arrêt, comme on le fait là-bas, comme le font les gens dans leurs souvenirs, en famille. Et pour essayer, parce que eux, la clé, moi j'ai compris énormément de choses en parlant avec les gens de Détroit, c'est ce qui leur est arrivé, c'est pas du tout une fatalité économique. Et c'est ça un peu l'idée, quoi. Alors, ce roman, il nous raconte donc l'histoire de cette ville à travers les époques. Et en fait, au centre du récit, il y a quand même un lieu en particulier qui en est peut-être le personnage principal. Il s'agit du Brewster Project. Alors, ce lieu, est-ce que vous pourriez nous en parler? Comment est-ce qu'il est devenu le centre du roman? Et dans quelle mesure est-ce qu'il porte en lui toute l'histoire de Détroit et du rêve américain brisé? Alors, ce lieu, moi, quand j'arrive à Détroit, il en reste encore. Donc, le Booster Project, c'est le premier logement social pour Afro-Américains aux États-Unis, construit dans les années 30. Évidemment, moi, quand j'arrive en 2010, il est vide et à l'abandon depuis longtemps. La majeure partie a été détruite, mais il reste 4 tours en briques rouges, vides, enfin, avec des trous. Il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus rien, c'est une zone dangereuse. Et toujours les gens, quand vous passez là-bas, on disait, ah ben, c'est là qu'a grandi Diana Ross, c'est là qu'était la famille de Stevie Wonder. Donc on sent que ça a été comme ça, habité, habité, et ça a été plein d'espoir. Et aujourd'hui, c'est un lieu qui n'existe plus. Mais moi, il y a un moment, ce lieu me fascinait parce qu'il contenait, comme d'autres endroits. Et c'est vrai qu'en 2013, ça a été le théâtre d'un crime qui m'a beaucoup touchée. Un jeune street artiste français a été assassiné dans ses ruines. Et, euh, et quand j'ai appris ça, tout ce que je voyais, tout ce que j'enregistrais depuis des années que je revenais à Détroit, s'est cristallisé. J'ai trouvé ça trop triste, la mort de ce jeune homme. J'ai trouvé ça trop triste que des musiciens aient grandi là et que ce ne soit plus que des ruines. Tout ce lieu contient des espoirs brisés. Des espoirs brisés. Et il y a beaucoup d'enfants dans mon livre, notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'espoir, il y a eu beaucoup d'enfants qui... Et donc ce lieu, je le raconte quand on le construit, c'est Eleanor Roosevelt qui vient l'inaugurer. C'est le moment du New Deal et c'est le moment où il y a une offre politique très forte aux États-Unis en direction des plus démunis. Je le raconte dans les années 60, quand justement la petite Diana Ross, qui n'est pas encore une star, et ses voisines, eh ben, elles montent des groupes parce que les années 60, c'est des années où tout le monde vraiment espère quelque chose, et notamment les Afro-Américains à Détroit qui vivent mieux qu'ailleurs. Et puis on va la voir décliner, et puis on va y revenir. Euh, et vraiment, effectivement, c'est comme une boîte où j'ai pu mettre à la fois des gens très célèbres, Diana Ross, Madame Roosevelt, des inconnus, le policier qui va résoudre ce crime, qui a grandi là. Euh, et le roman permet ça, et tout ça se répond en fait. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi cette tragédie humaine, urbaine? Et justement, et ça répond, comme Détroit a beaucoup par son mode de fonctionnement économique, ses usines, ses HLM, ses centres commerciaux, ça a été le logiciel du monde moderne. C'est là que, par exemple, on a inventé les centres commerciaux qui ont vidé les centres-villes. C'est Détroit, les autoroutes, le travail à la chaîne. Et donc, c'est notre monde. Et on comprend, alors évidemment, à la puissance américaine. C'est quand ça démarre très fort, et quand ça dégringole de manière très, très violente. Alors, quand vous arrivez, vous, en 2010, il reste plus que 4 tours du Brewster Project. Aujourd'hui, il est totalement détruit. Faire revivre un tel lieu par le roman, ça a donc nécessité de nombreuses recherches. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de toute cette phase de documentation et de rencontres? Oui, mais ça, voilà, c'est vraiment un roman fait de rencontres et effectivement de recherches. Des rencontres, j'en ai toujours fait là-bas, j'aime bien aller parler avec les gens.
Mais j'ai rencontré, par exemple, les policiers qui ont travaillé sur ce crime et c'est vrai que ce policier, sa grand-mère était du Gloucester. Après, moi, j'en ai fait un enfant qui a grandi là, mais il m'a raconté beaucoup de choses. J'ai rencontré des anciens ouvriers des usines Chrysler, un monsieur dont j'ai fait un personnage, Archie, et qui connaissait le Gloucester, qui avait grandi aussi au Gloucester. Et donc, la patte humaine, leurs mots, enfin, il y a beaucoup de dialogues aussi dans ce livre. Et c'est vraiment, ces dialogues sont empreints de ces discussions que j'ai eues avec eux, de leurs souvenirs, parce que je voulais vraiment être au plus près. Quand on écrit, c'est toujours la question de la légitimité. J'étais portée par de l'émotion, de la colère, de la curiosité, et en même temps, ce n'était pas mon histoire. Donc vraiment, j'étais au plus près de leurs mots. Mais je suis aussi allée dans les archives de la presse, de la bibliothèque de la ville et des universités, chercher des détails. Pour un roman, on s'attache justement à des petits détails, à quoi ressemblaient les rues commerçantes, à quoi jouaient les enfants. Voilà, c'est que là, j'ai trouvé par exemple les enfants de Détroit. Je ne sais pas si tous les enfants, ils jouaient à That's My Car, ils s'asseyaient sur le bord du trottoir, ils regardaient passer les voitures. Et le premier qui devinait la marque, et ben voilà, mais c'était. Alors, est-ce qu'il y a que les enfants de Détroit qui jouaient à ça? Mais ça, je n'aurais pas pu l'inventer et je suis contente d'avoir fait ce petit travail minutieux pour que mes personnages, après, qu'ils soient enfants, adultes, je puisse les situer de manière précise et presque sensorielle dans ce décor, quoi. Alors, c'est en effet vraiment un roman de personnage, La Notation, un roman où affleurent de nombreuses voix qui nous racontent la ville, son histoire, ses espoirs. Parmi ces personnages, vous en avez cité quelques-uns, certains sont célèbres. On croise Eleanor Roosevelt, on croise le groupe musical The Supremes, on croise Stevie Wonder aussi. Beaucoup sont aussi des anonymes dont la parole a une immense force et on sent en effet que cette parole, elle vient des rencontres que vous avez faites, des échanges que vous avez eus sur place. Alors, comment ça se passe, tout ce chemin finalement de la phase d'enquête, de recherche, de rencontre, jusqu'à celle de l'écriture, où les personnages prennent vie, deviennent vraiment personnages? Est-ce qu'il y a un moment où il faut prendre de la distance, du temps, peut-être s'extraire de la ville? Et à quel moment est-ce qu'on se dit, ça y est, je peux écrire? Alors, il faut du temps, c'est sûr, parce qu'il y a tout ce moment. Quand on écrit, on n'écrit pas simplement quand on est en train d'écrire, c'est-à-dire on est dans rumination. C'est le seul mot qui me vient, c'est la rumination. C'est que, voilà, ce roman, c'est 3 ans, peut-être 4 finalement de ma vie. Et même quand j'y étais pas, j'y étais. Je connectais les gens les uns avec les autres. Et c'est vrai qu'il faut s'en éloigner. Par exemple, ce policier dont je vous ai parlé, moi, j'en ai fait un enfant du Gloucester et j'ai fait de ce vieil ouvrier son oncle. Voilà, alors que c'est pas ça la réalité, mais du coup, j'en ai fait des êtres de fiction. Et j'avais pris enfin, c'est des gens, je les ai pas vus, je les ai vus une fois chacun, hein, 1 ou 2 fois chacun, pas plus. Mais ça me permettait justement de me libérer aussi de leur propre histoire, d'en extraire ce que je voulais, de les connecter et de réinventer des personnages à partir de vraies rencontres. Et, et l'écriture, à un moment, elle se superpose avec les recherches. Il y a un moment, j'écrivais tout en continuant à chercher. J'aimais bien aller encore dans les archives, les microfilms de la presse, des différentes époques, chercher des choses, à chaque fois me rassurer, parce qu'au fond, on est porté par quelque chose, on sent qu'on n'y échappera pas, il faut le faire ce livre, parce qu'on y tient, et on est toujours rattrapé par l'angoisse d'être à côté, de la légitimité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc j'allais toujours me nourrir de choses, et il y a toujours des petits. Voilà, et mes discussions à Détroit, les gens qui sont devenus des amis là-bas me demandaient où j'en étais. Et je disais, j'en suis là. Et as-tu lu ci, as-tu lu ça? Et puis, et eux-mêmes, voilà. Donc, il faut ce temps. Il faut ce temps long. Et il y a un moment, c'est là, quoi. La construction des saisons m'est venue assez vite, puisque je savais que j'imbriquerais les années. Je savais que j'allais perdre mon lecteur, certains me le reprocheront peut-être, mais et les saisons sont fortes à Détroit, il fait très froid l'hiver, beaucoup de neige, et puis très chaud l'été. Donc on sent, c'est une ville qui est près des Grands Lacs, qui est bordée d'une rivière, de l'autre côté c'est le Canada, donc on est très vite rattrapé par les éléments, la nature, les oiseaux, euh, et tout ça, ça y est, et ça me permettait de jouer avec le temps.
Alors, ces personnages, ils sont nombreux, mais on ne s'y perd pas. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'époques, mais en fait, tout se dessine petit à petit, en effet, entre passé et présent, et on ne s'y perd jamais. Euh, Parmi ces personnages, il y en a un que vous avez cité qui est l'oncle, qui s'appelle Archie, qui est un personnage extrêmement émouvant, extrêmement marquant, qui, à lui seul et dans toute son histoire, dans toute sa mémoire, porte toute l'histoire de la ville. Et on sent en effet qu'il y a eu des échanges forts à son origine. Archie, à un moment, à plusieurs moments même du récit, il émet l'idée que les populations noires, majoritaires à Détroit, elles ont été punies parce qu'elles ne voulaient pas être esclaves, parce que leurs espoirs étaient trop grands. Alors, selon vous, est-ce qu'on peut expliquer ainsi le déclin de Détroit comme une décision cynique finalement du capitalisme dominant sur fond de ségrégation? Oui, pour moi, c'est quasiment la thèse de ce livre. C'est que justement, cette ville, elle a été abandonnée et sciemment abandonnée parce qu'elle s'est trop battue. D'abord, c'est une ville donc, qui est noire à 85%, ce qui est unique aux États-Unis. Les Noirs, c'est 12% de la population américaine. Hein. Quand on laisse une si grande ville avec 85%, c'est que les gens sont partis, les autres sont partis. Et il y a des émeutes en 1967, des émeutes raciales comme dans tous les États-Unis. À Détroit, elles sont plus violentes qu'ailleurs. Et c'est après ça qu'il y a une décision, mais pas simplement des gens individuellement, de la population blanche qui se disent on s'en va. C'est les promoteurs, les financiers qui désinvestissent, qui disent on s'en va et ils construisent juste autour des banlieues euh, qui vont devenir des banlieues blanches, de la classe moyenne aux classes beaucoup plus riches, ces grands centres commerciaux dont je parlais, et qui sciemment vident la ville, en tout cas de son argent, de son activité. Et ça, c'est une décision effectivement très cynique. Et pendant ce temps-là, les entreprises aussi s'en vont. Elles s'en vont aussi parce qu'il n'y a pas que la guerre, disons, raciale, pour reprendre le mot américain, mais comme c'est une ville ouvrière importante, c'est une ville très syndiquée. Le syndicalisme à Détroit est très fort. Dans les années 30, je l'évoque à un moment par la voix d'Archie, parce qu'il y a eu un sitting généralisé en 1937, mais depuis les dames de chambre des hôtels, les employés des grands magasins, les ouvriers, la ville s'est assise. Et c'est unique ça. Et c'était une population qui avait tellement espéré, qui s'était tellement structurée autour de ces usines qu'elle s'est organisée. Et les premières délocalisations, qui est un mot qui deviendra mondial et célèbre, elles commencent à Détroit, même dans les années 40. On s'en va vers des lieux, on retourne vers le sud des États-Unis, là où il y a une mentalité plus esclavagisée, si je puis dire, ou vers des lieux où les gens jurent de ne pas se syndiquer. Donc Détroit, ça a été une ville très combative. Et effectivement, Archie dit ça à un moment, il dit on a été punis parce qu'on a appris à ne plus être esclave. Et ça, c'est un truc à la racial, mais aussi de classe. C'est une ville qui avait une vraie conscience de classe. Et donc, c'était une ville très combative. Et c'est ça qu'elle a payé Détroit. C'est pour ça que les financiers, tout le monde économique l'a abandonné et l'a laissé dépérir pendant 40 ans. C'est une mise en quarantaine. C'est une mise en quarantaine. Alors, ce livre, ce roman, il peut être qualifié de roman politique dans la mesure où il nous interroge sur notre monde, sur notre société telle qu'elle est construite aujourd'hui. Dans quelle mesure est-ce que ce sont aussi ces questions qui vous guident dans l'écriture, qui vous donnent envie de vous emparer d'un sujet? Et est-ce qu'écrire pour vous, c'est un acte politique aussi? Oui, je crois. Je crois, oui, oui, c'est, euh, c'est une forme d'engagement. Je pense que moi, les livres même que j'ai lus, souvent on écrit parce qu'on a aimé lire et qu'on a été fabriqué, marqué par des livres. Et moi, ce que j'aime dans les livres, c'est qu'ils vont, quand effectivement, ils s'engouffrent vers des questions à la fois intimes et générales et qu'il raconte, qu'il décrypte les rapports de domination dans les sociétés ou au sein d'une famille. Il y a quelque chose où la littérature fait acte de dénonciation, sans jamais être embrigadée dans un courant, ou pas du tout. Mais c'est une arme, la littérature. C'est pour ça qu'on la censure. C'est pour ça parce qu'elle est moins dangereuse aujourd'hui, malheureusement, mais dans d'autres pays, elle l'est encore. Et, euh, et justement, j'avais envie
Quand je vous disais au début, ça, ce qui est un des moteurs de ce livre, c'est que j'en avais assez de ces images de Détroit qu'on voyait partout et de ce discours économique qu'on nous servait en nous disant, voilà, pour créer, avec fatalisme. Moi, j'avais appris tellement de choses, entendu tellement de choses de la part de ces gens que je voulais absolument le communiquer, et par le roman, parce que je voulais leur donner, par le roman, parce que c'est ce qu'on disait au début, je trouve cette ville si romanesque, quoi. Un des déclencheurs de ce livre, vous l'avez évoqué aussi au début de cette rencontre, c'est ce meurtre d'un jeune artiste de street art français dont le cadavre a été découvert donc dans le Brewster Project. Et en fait, dans une des trames, un des fils du livre, c'est une légiste de la police qui a retrouvé ce cadavre et qui cherche désespérément son identité. Vous nous disiez que pour vous, ça avait été extrêmement marquant, mais pas seulement pour vous, je crois que pour tous les trois, le fait de se dire qu'un jeune artiste de street art français qui n'avait absolument rien à voir avec les gangs ou les groupes qui sévissaient à Détroit puisse être tué gratuitement comme ça. Qu'est-ce que ça changeait dans cette ville où il y avait quand même beaucoup de criminalité déjà à cette époque? Ouais, c'est-à-dire que le crime, c'était une des villes les plus criminelles. Je vais peut-être allumer une lumière, j'ai l'impression que je suis dans... Vous me voyez encore ou pas? Je vous vois, mais c'est vrai que c'est assez sombre. En effet. Le Ah jour, oui. le jour voilà. Oui, oui, la ville a été choquée, attristée par la mort de Zoo Project, justement parce que d'abord c'est une ville parce qu'il venait d'ailleurs et qu'elle aurait voulu le protéger. Alors qu'au fond, c'est vrai que cette ville, elle enregistre des morts et des fusillades quotidiennement. Et qu'elle pourrait être blasée, et d'une certaine manière, c'est une fatalité là-bas. Mais de ne pas avoir protégé ce voyageur, cet artiste, ça reste une vraie blessure pour les policiers, mais pour la population, et aussi justement parce que c'est une ville qui a un rapport à la culture et à l'art très prononcé. L'art et la culture, c'est quelque chose, et pas simplement dans sa forme officielle ou très connue. Là-bas, beaucoup de gens peignent, sculptent, montrent des choses dans leur jardin, même si c'est désolé tout autour, au contraire, on a de l'espace, on crée. Et il y a des ruines où on voit des tas de petites créations. Donc que ce jeune homme n'ait pas pu être protégé par la ville, ça les a marqués, ouais, vraiment, attristés. C'est ce qu'on appelle un fait divers, et pourtant c'est quelque chose, quand vous en parlez là-bas aux gens, ils disent, je me souviens. Et pourtant des crimes, il y en a. Je me souviens, oui, ils se souviennent. Donc j'avais envie, moi, de rendre vraiment hommage à sa mémoire, et, et peut-être j'avais l'impression qu'il avait cherché là-bas des choses que moi aussi je cherchais. Il était beaucoup plus jeune que moi, mais voilà, j'avais l'impression qu'on cherchait des fantômes dans cette ville, des clés, des explications, de la musique, et c'est pourquoi sa mort m'a tant touchée. Alors oui, parce que Là où nous dansions, c'est un roman qui cerne les ondes de Détroit, mais qui en fait aussi jaillir les lumières et la vie. Et cette vie, elle explose quand on découvre le passé musical et le présent d'ailleurs musical de cette ville. C'est un autre fil du roman qui nous mène à la suite du groupe The Supremes, qui a grandi dans le Brewster Project. Est-ce que vous pourriez alors nous parler de ce bouillonnement musical de Détroit à la fin des années 50? Oui, donc à la fin des années 50, Détroit, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est là où les Afro-Américains vivent le mieux aux États-Unis. Et donc, ils sont dans un moment... Alors, la musique, elle est là depuis un moment, parce qu'elle a toujours été là, depuis qu'ils sont esclaves, et depuis qu'ils sont sur la terre américaine, ils chantent, les Afro-Américains. Mais là, ces ouvriers des usines chantent le soir dans les bars. Et puis, il y a une génération qui sent qu'elle va vivre mieux que ses grands-parents, que ses parents. C'est un moment où la musique noire commence à faire danser les Blancs. Et donc, il y a des groupes qui se forment un peu partout dans les cages d'escalier. C'est des enfants qui chantent dans les églises. L'église du révérend Franklin est juste derrière le booster, et qui chante derrière le révérend Franklin, c'est une jeune Aretha, qui est sa fille, qui chante avec ses sœurs. Il y a Johnny Hooker, ouvrier des usines, qui tape du pied et qui enregistre ses premiers disques. Et puis, comme dans ce Booster Project, la jeunesse chante. Il y a des concours de chant, on monte des groupes. Et puis, ils commencent à sentir qu'on peut faire de l'argent avec ça, puisque justement, les radios cherchent, les Blancs commencent à danser sur la musique noire.
Et c'est de là que va naître la Motown et qui va se dire, ben, on va faire danser les Blancs avec notre musique. Et ça va devenir un projet industriel. Mais donc, c'est aussi le reflet de l'espoir, de la croissance. C'est dans les rues derrière le Brewster, il y avait une grande rue qui s'appelait Hastings Street, et tous les commerces étaient détenus par des Noirs, ce qui est très rare aux États-Unis aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont employés, mais avec propriétaire, c'est très rare pour un Afro-Américain aujourd'hui. C'était beaucoup plus courant dans les années 50-60 finalement, alors que la ségrégation était encore en cours. Donc Détroit était vraiment la terre promise. Et donc, on chantait encore plus fort et on chantait à tous les étages. Il y a on entend le fait que la musique de Détroit est particulière, qu'elle est aussi liée au côté industriel de la ville, au bruit des machines, etc. Et en même temps, le Motown, c'était aussi une musique qui voulait s'adresser à tous. Oui, 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 vraiment. Du coup, il y a des artistes, il y a des artistes qui sont plus revendicatifs, finalement. Johnny Hooker est quelqu'un, effectivement, le roi du blues, et ce tempo, on dit qu'il vient de la cadence des usines, mais comme la techno de Détroit, qui arrivera au début, fin 20e, début 21e, on dit que c'est le bruit des usines que les gens ont encore en mémoire. Et puis la Motown, elle se veut une industrie qui va séduire. Donc c'est une musique noire, mais pas qui se veut apolitique. Et qui doit passer à la télé. Les Supremes, donc Diana Ross, Mary Wilson ou Flo, on leur apprend des gestes, elles dansent un peu, voilà, on les relook. Il ne faut pas trop faire le ghetto, parce que le ghetto, il ne passera jamais à la télé. Mais donc, ces jeunes, il y a des très bons musiciens qui vont écrire pour eux, et on va faire danser ces jeunes Afro-Américains de Détroit, les relooker. Mais voilà, il y a un jeune aveugle qui a 11-12 ans, c'est Stevie Wonder. Il y a Marvin Gaye qui est pas loin. Il y a les Temptations, les Four Tops. C'est des groupes sur lesquels on danse encore. Et c'est une musique qui va faire le tour du monde. Ils ont réussi. Et pour moi, ça devient politique, puisqu'au fond, incruster autant de visages noirs et d'artistes noirs dans le paysage des Blancs, c'est une vraie réussite de lutte contre la ségrégation. Donc, c'est un outil politique quand même. Et puis la musique, elle est aussi ce qui reste quand tout le reste autour se délite, ce qui continue de rassembler les gens, même aujourd'hui. Est-ce qu'aussi, dans ce roman, vous souhaitiez explorer et dire cette importance et cette force de la culture qui relie? Oui, beaucoup. Parce que ce que je vous disais, c'est elle est partout. Et j'ai aimé raconter mes personnages dans ces lieux que j'aime là-bas. C'est-à-dire on peut être dans des rues comme ça. Détroit n'a plus été éclairé la nuit pendant des années. Quand je suis arrivée, c'était le cas. Donc en 2013, l'année contemporaine où se passe ce roman, il fait noir, nuit noire, il y a plus de réverbère. Mais en revanche, alors c'est dangereux, il faut faire attention, mais vous poussez la porte d'un bar, et là, c'est de la lumière, c'est un bar magnifique, c'est de la musique, c'est une arrière-cour. Et donc, ces endroits, c'est des poches de résistance, de résilience, et ça passe par la musique. Et après, chacun la sienne. Mais j'ai voulu que mes personnages naviguent là-dedans. Et ils sont vraiment très attachés à ça, très attachés à l'art. Il y a un autre lieu du roman qui est le Grand Musée de Détroit. Euh, et justement, dans ces années-là, le management de la ville, je disais, on va vendre des tableaux, comme ça, on va avoir un peu d'argent. Et la population s'est battue et a montré qu'elle ne voulait pas qu'on vende ces tableaux, même si la majorité de la population ne va pas forcément au musée. Avoir un musée, avoir des Van Gogh à Détroit, puisque c'était une grande ville industrielle, c'était important. Et donc, la culture, la création, qu'elle soit individuelle, de l'art brut au plus connu des artistes, elle est partout. Et elle est très respectée, même des populations les plus démunies, qui se sentent les plus éloignées. C'est intéressant d'ailleurs, c'est pas vécu forcément comme quelque chose de l'élite. C'est à nous, c'est le patrimoine de Détroit, c'est sa culture et sa production artistique. Ouais. Et quand on découvre les trois sous vos mots, on peut aussi avoir le sentiment d'un monde en friche où tout est à recréer. Est-ce qu'on peut aussi le voir comme un espace de liberté finalement? Oui, alors je vois à quoi vous faites référence. Et il y a, il y a un des personnages, mais ça c'est encore né d'une discussion. J'avais dit, mais ça doit être dur de grandir dans une ville qui tombe. Parce que pendant 30-40 ans, ces immeubles en ruine, on les faisait exploser, et puis il n'y avait plus rien.
Donc, on grandit dans une ville qui tombe, qui tombe, qui tombe. Et il m'a dit, oui, mais on a l'espace et la liberté qu'on a, à 20 ans en tout cas, qu'on n'a pas ailleurs. Et c'est en cela que ça a été aussi des lieux de création. Et lui, celui qui m'a dit ça, il a fait beaucoup de musique. Et justement, il dit, nous, on n'avait plus personne nous commandait quoi que ce soit. Donc, tous les standards, on n'avait plus de pression. On faisait ce qu'on voulait. Et ça a donné des artistes très libres et qui ont percé. Je veux dire qu'on suive le rock, la techno, le rap, les artistes de Détroit qui ont fait ça chez eux ou dans des friches d'usines. Aujourd'hui, il y en a qui sont mondialement écoutés et qui ont créé avec une liberté. Donc, ça ne s'est jamais arrêté. Ça ne s'est jamais arrêté. Alors, au fur et à mesure de la lecture, on peut s'empêcher d'aller écouter tous ces groupes que vous évoquez, de redécouvrir tout un pan de cette histoire musicale, de se rendre compte aussi que, sans nécessairement la connaître, cette histoire, en fait, on les a déjà entendues, ces musiques. On est aussi bercé par votre plume, qui est poétique, qui est rythmée, qui est d'une grande musicalité aussi, finalement. Alors, je me demandais quel rôle elle joue pour vous, la musique, dans l'écriture. Ah ben, c'est la même chose, en fait. Enfin, moi, je cherche toujours un rythme, effectivement. Alors, je crois que ça vient de... Moi, quand je commence à écrire, c'est enfant et j'écris de la poésie. Je pense que mon rapport à l'écriture vient de la poésie. Je suis fascinée par la poésie quand je suis enfant. J'en écris sans talent, sans grand talent, mais j'en écris. Mais je cherche la musique de l'écriture. Et c'est quelque chose qui m'est resté. Je me relis d'ailleurs pas mal à voix haute. Je cherche le rythme de la phrase et, et donc pour moi, il y a une musicalité dans l'écriture. Je sais que je ne suis pas la seule à le dire, mais c'est très important. C'est très important. Et je pense que ça me vient de ce premier rapport presque sensoriel à l'écriture qui est venu par la poésie. Je commençais cette rencontre en disant que vous exploriez de multiples formes d'écriture. Est-ce que cette musicalité, dans toutes les formes, elle est présente, elle est au centre? Oui, oui. Peut-être c'est plus dur peut-être quoique, mais quand j'écris pour la presse, effectivement, on a peut-être moins de liberté, mais quand même, si, quand même, elle est présente tout le temps. Et c'est amusant parce que vous parliez de la radio. Et donc, la radio, j'écris beaucoup, je fais dans les narrations, bon, il y a des interviews, il y a beaucoup de choses. Et je travaille avec une équipe. Et le réalisateur, Gaël Gillon, avec qui je travaille, il me dit, mais c'est fou. Parce que souvent, on met des bandes son, on met des choses en dessous. Il me dit, tu es toujours sur les temps quand tu parles, quand tu te lis. Alors que quand je m'enregistre, le texte est enregistré sans musique derrière. Et en fait, il me dit, ça tombe toujours sur le temps. Et il m'a dit, tu devrais écrire des chansons. Est-ce que le rapport à l'écriture change d'une forme à l'autre? Non, je crois pas. Je crois pas. J'aime raconter des histoires et quand j'écris dans le journalisme ou quand je fais Margaret Thatcher pour France Culture ou quand je fais Là où nous dansions, j'essaie d'installer des scènes et des personnages. J'aime créer des images avec les mots. Après, j'aime que les idées, les réflexions émergent, mais je ne construis pas le texte forcément exactement autour d'une problématique. Elle est là, elle est dans ma tête, mais je veux que cette problématique, que tous ces personnages, leur décor, leur dialogue, laissent un trouble et des questions, mais je l'aborderai par eux, par les gens. Et j'aime bien que l'écriture, je pense qu'à la fois, il y a un énorme travail, c'est très ciselé, je réécris beaucoup, ça ne vient pas comme ça d'une traite. Hein. Je reprends, même si je suis à la page 200, il est très courant que je reprenne la première page encore. Mais je veux il faut que ce soit d'une fluidité, comme si c'était le plus simple possible, en fait. Et le plus près des voix qu'on a en nous, en fait. Parfois, c'est des personnages, c'est du jeu, mais c'est la voix qu'on a tous dans nos têtes, au fond, quand on se parle un peu, qu'on se raconte des choses. Et je veux arriver à la proximité de cette voix qu'on a en nous-mêmes. Voilà. Et ces voix, elles sont multiples parce qu'elles dépendent des personnages, mais est-ce qu'elles se construisent de manière consciente ou est-ce qu'elles s'imposent à un moment dans l'écriture? Est-ce qu'elles viennent et on les suit? Alors là, par exemple, pour le roman, il y a le personnage qui dit je, c'est Aira. Donc, c'est ce policier noir qui était enfant du booster, voisin des Supremes, voilà. Lui, il dit je, donc
Donc, quand j'écris avec lui, je suis je. Tandis que quand j'écris les autres personnages, ils disent pas, enfin, ils peuvent dire je dans du dialogue, mais ils ne disent pas je dans le livre, hein. Et donc, effectivement, il y a une petite distance par rapport à, du narrateur, par rapport à Hera, où je suis dans sa peau. Mais en même temps, je dois dire que pour un autre personnage dont on n'a pas parlé, c'est Sarah, autre policière, femme blanche, qui raconte un autre bout de l'histoire de la ville. Ben, en fait, je me suis mise dans sa peau quand même, même si elle ne dit, enfin, je dis pas je pour elle. J'ai vraiment cherché à comprendre qui elle était, quels étaient les ressorts de son enfance, de son éducation, ses réactions, ses amours, ses choix. Et, et donc, c'est pas si loin. C'est pas si... J'ai besoin de comprendre qui elle est, même si je ne dis pas je pour elle. Mais le fait de décider, de dire je ou non, ça relève d'une décision ou d'une intuition, de quelque chose qui s'impose? Euh, c'est plus de l'intuition. C'est plus de l'intuition. Parce que Parce qu'à un moment, quand on a mis tous les morceaux, on sait en gros ce que le roman, la trame du roman, où il va aller, par quelle époque, par quel lieu il va passer. Là, je me suis dit, qui est le fil? C'est Aira. C'est Aira et j'ai besoin de lui enfant, j'ai besoin de lui jeune homme, j'ai besoin de lui plus âgé. Et donc, c'est dans sa peau qu'on va traverser le roman. J'aurais pu me mettre dans la peau de Sarah parce que je suis une femme blanche, elle est une femme blanche. Bah voilà, bah non, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai pensé que c'est Aira qui nous emmènerait le plus loin, le plus profondément dans l'histoire. Ces personnages, ils sont tous très forts, ils nous suivent longtemps après la lecture, ils continuent de nous interroger. Comment ça se passe pour vous quand on arrive, enfin, quand vous arrivez à la fin d'un roman, au point final? Comment est-ce qu'on dit au revoir aux personnages, si tant est qu'on leur dise au revoir? Alors, c'est tenté qu'on leur dise au revoir. Alors, le revoir, il n'est pas au point final, il est quand le livre sort, quand les autres s'en emparent, vous en parlent, ou vous lisez un article dans la presse, ou tout à coup ça les éloigne parce que les gens s'en emparent à leur manière. Ils ne mettent pas exactement. Des fois, vous dites ah oui, c'est pas exactement comme ça que j'aurais dit ça sur mon livre, mais c'est normal. Et, et c'est là que doucement, vous êtes en train de leur dire au revoir. C'est un petit deuil quand même, hein. C'est un petit deuil parce qu'ils étaient à vous et vous savez précisément qui ils sont, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, et puis c'est vous qui les avez fait bouger, quoi, comme un marionnettiste. Et, mais, euh, mais là, il faut leur dire au revoir. Oui. Là, je suis en train, voilà, depuis un mois, je suis en train de leur dire au revoir. Oui. Voilà. Alors, peut-être que des personnes dans le public ont également des questions à vous poser. J'en aurais peut-être une dernière avant de laisser la parole à vous qui nous écoutez. Le roman, il se termine de nos jours. Et de nos jours, on assiste à une nouvelle renaissance de Détroit, mais une renaissance grâce à l'argent, comme si la ville entrait dans une nouvelle boucle. Et éternellement, sans apprendre des erreurs du passé. Est-ce que vous pourriez peut-être nous partager votre regard sur la ville d'aujourd'hui? Oui, donc c'est une ville. Le roman s'ouvre d'ailleurs en 2013 où ils ont mis la ville en faillite, qui n'était pas du tout en fait un effondrement de Détroit. L'effondrement était là depuis longtemps. C'est une liquidation judiciaire comme on fait pour une entreprise, hein. Et puis chacun, les banques sont venues récupérer leur argent et ils ont fait un plan de refinancement. Et donc là, les banques évidemment reviennent. Personne n'allait laisser tomber ce joyau qui a été la 5e ville des États-Unis. Mais ils reviennent, évidemment. Il y a un milliardaire, Dan Gilbert, qui a racheté un tiers des plus beaux buildings de Détroit, qui a installé et qui maintenant, le loyer au centre-ville de Détroit, c'est impossible. Donc en 2010, c'est une ville murée. Et en 2020, un loyer, c'est très très cher aujourd'hui dans le centre-ville. Et c'est pour une nouvelle population. La ville ne se reconstruit pas pour les gens qui ont tenu, les 750 000 habitants qui ont tenu là. Ils sont toujours là, mais il y a une gentrification violente qui est en train de se faire. Et donc, maintenant, on parle des deux villes. Et parfois, ça donne effectivement beaucoup du nouveau de la violence, puisque là où il y a richesse et extrême pauvreté, forcément, il y a de la délinquance. Et moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de reconstruire ils peuvent recréer les conditions d'une prochaine émeute voilà, parce qu'il y a trop de différences. Et notamment, il y a un marché juteux, c'est celui des prisons. Il y a une grande prison neuve qui est en train d'être reconstruite au centre de Détroit.
Et malheureusement, on sait pour qui elle est. Et c'est si triste parce que ça, dans ces années-là où les gens s'intéressaient à Détroit, les jardins, enfin, il y avait des petits laboratoires comme ça alternatifs où on essayait de réfléchir. Et parce qu'il y a des forces, je vous disais, c'était une ville musicale, syndicale, donc avec une vraie conscience politique. Et il y a des gens qui ont des projets, mais bon, qui sont trop petits par rapport à la masse financière qui revient à Détroit. Alors, je vois qu'il y a une première question. Quelles sont les tendances politiques à Détroit? Comment ont été vécues les dernières les élections et leur suite? Alors, bon, bah, à Détroit, c'est une ville démocrate. Il n'y a jamais de candidat républicain. Par exemple, au municipal, c'est un démocrate contre un démocrate, hein, comme ça. C'est vraiment, autant c'est cerné par des petites villes voilà, plus conservatrices, mais Détroit, noire et ouvrière, ça reste une ville de gauche. Et plutôt, voilà, Bernie Sanders avait gagné les primaires dans le Michigan la dernière fois. Pas cette fois-là, mais 4 ans plus tôt. Là, c'est Biden qui avait gagné. Et la ville, elle a voté à 80. C'était intéressant, j'y étais pendant les élections là. La ville, elle a voté à 90% pour Biden et anti-Trump. Mais en revanche, quand les résultats sont tombés, je me souviens, j'étais au marché. Ça n'a pas été comme dans les villes dites normales où tout à coup les gens explosent, klaxonnent. Non, les gens souriaient, mais discrètement. C'est une forme de soulagement. C'est des gens à qui on ne la fait pas. Ils ne vont pas se dire génial, Biden, tout va bien, on est sauvés. Ça fait 40 ans qu'on les a abandonnés. Donc, ils ont un vrai civisme, parce qu'ils ont Détroit, si Trump n'est plus là, Détroit fait partie des gens. Enfin, le Michigan, il fallait que ça bascule, il fallait que Trump le perde. Et Détroit, alors que le reste de l'État plus agricole a voté Trump, c'est Détroit qui a fait basculer le Michigan. Et c'est toujours intéressant de se dire que c'est les gens qui ont été les plus abandonnés qui ont encore une fois sauvé ce pays. Et c'est vrai d'autres grandes villes noires. Mais donc voilà, c'est une ville qui a aussi une culture alternative, mais qui ne s'exprime pas forcément dans les hautes instances élues, mais voilà, qui votent démocrate et qui après essaient de cultiver des petits laboratoires intéressants. Oui. Alors, une autre question, quels sont les écrivains de Détroit? Alors, il y en a. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup. Il faut lire absolument le roman Middlesex, Jeffrey Eugenides. J'ai toujours du mal à prononcer son nom. Il a grandi à. Alors, il est blanc. Il a grandi à Grosse Pointe, qui est le quartier chic et blanc de Détroit. Mais il raconte magnifiquement cette ville dans Middlesex. Il raconte l'histoire de cette ville de manière incroyable. Et je crois que j'ai été l'écouter il n'y a pas longtemps là-bas. Il prépare un livre sur Détroit pendant les années 70. Ça va être magnifique. Il y en a d'autres, mais beaucoup sont partis, revenus. Celui qui me vient, c'est vraiment lui. Le roman de Détroit, c'est Middlesex, qu'il faut absolument lire, si vous voulez comprendre l'histoire de cette ville. On parlait de dire au revoir aux personnages. Comment ça se passe, votre rapport à la ville de Détroit, une fois que ce livre est terminé? Est-ce que c'est une histoire qui continue quand même et qui... Oui, oui, c'est une histoire qui continue en fait. Oui, oui, complètement. J'y suis retournée à l'automne pour suivre les élections de là-bas. C'est un endroit que je suis, où j'ai des liens. C'est un endroit qui est accueillant et où continue de se jouer tout ce que j'aime, de questions humaines, musicales. Donc, je me nourris encore beaucoup de Détroit. Oui. Je ne sais pas si j'écrirai encore sur Détroit, sûrement peut-être dans la presse, mais c'est un endroit qui me nourrit encore. Oui. Et ceux sur qui vous avez écrit, est-ce qu'un jour ils pourront peut-être lire le livre? Est-ce que... Ils espèrent, hein, ils espèrent, mais bon, les traductions, c'est compliqué. En plus, les éditeurs américains, et je peux comprendre, ils se disent on n'a pas besoin d'une Française qui écrit sur Détroit. C'est toujours le. Mais en tout cas, les personnages, les gens dont je me suis inspirée, je les ai tenus au courant. Ils ont même reçu le livre. Le policier me dit mais je vais mettre mes petits-enfants en français pour qu'un jour ils puissent lire ce livre dont je suis le héros. Donc, ils sont très curieux et ils sont très flattés. En plus, les Américains, ils ont un rapport à la fiction. Moi, j'ai été fascinée quand je les ai rencontrés la première fois. Je leur ai dit, c'est pour un roman. Ils m'ont dit, bien sûr. Et ça, c'est le rapport des Américains à la fiction. C'est pour ça qu'ils sont si bons.
Ils sont eux-mêmes, je crois, dans un film, cette histoire du voyage de la famille qui est arrivée. C'est un voyage, la vie des Américains au départ. Et donc, je pense que si j'étais allée voir un policier français, moi journaliste, en lui disant, voilà, ce fait divers m'intéresse, c'est un roman, il aurait dit, ah bon, mais pourquoi? Mais tandis que là, on vous dit, bien sûr, ils comprennent tout de suite. Parce qu'eux-mêmes, je pense, se racontent une histoire, l'histoire américaine. Et donc, c'est facile avec eux de tisser et de se défaire d'eux et d'y retourner. Ils comprennent ça. Ils comprennent. Alors, il y a une autre question. Vous qui aimez faire le portrait de gens très différents, quel était le défi de faire le portrait d'une ville? Eh bien, oui, ben, c'est une ville à la fois muette et bavarde quand on sait trouver les gens, quand on sait aller trouver les gens. Donc, justement, les gens, quand je revenais, les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu aimes autant ici? Je disais, ben, c'est les gens. Moi, j'ai jamais été visiter les ruines dont on a fait des grandes photos. C'est les gens. Et donc, finalement, je retombe sur mes pattes parce que je fais des portraits de plein de gens, éclectiques, comme vous dites. Et, euh, et ces plein de gens, je les rassemble dans cet ensemble qu'est Détroit. Et justement, il y a un personnage qui dit, j'en ai marre de ces photos des ruines où on ne voit jamais les gens sur la photo. Ben moi, j'ai voulu montrer les gens sur la photo parce que c'est passionnant. Ils sont passionnants. Oui, parce que vous l'évoquez dans le roman aussi, le fait qu'il y a eu toute une période où les gens allaient, enfin, il y avait une mode d'aller faire des photos dans les ruines, Ouais. justement. Ils appellent ça le porn room là-bas, la pornographie de la ruine. Et effectivement, aller se faire photographier dans les ruines avec le frisson et sans s'intéresser à qu'est-ce que c'est que cette ruine, qu'est-ce qu'elle me dit du monde, de cette ville, c'est tellement dommage. Voilà. Il y a une personne sur Facebook qui dit aussi qu'elle aime beaucoup la relation que vous faites entre l'écriture et la musique. Et une autre personne qui demande quels sont les leviers d'une renaissance de Détroit. Ben, les leviers, pour l'instant, là, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, mais qui, du coup, étouffent d'une certaine manière une réflexion sur une autre manière de construire une ville. Aux élections locales aux États-Unis, c'est intéressant, on peut toujours greffer des petits référendums. C'est des aspects méconnus de la démocratie américaine. Si vous avez, je ne sais pas moi, 50 000 signatures, vous pouvez, lors de l'élection municipale, poser une question et qui est soumise au vote de tout le monde. Et il y avait des questions municipales de 2013, justement, je crois, qui étaient d'obliger, par exemple, une entreprise qui veut réinvestir à Détroit, si elle met tant d'argent dans voilà, pour, je sais pas, réouvrir une entreprise, eh ben, qu'elle mette autant d'argent pour le développement du quartier. Et ça, c'était intéressant parce que c'était revoir le capitalisme, c'était ne pas, c'était rester créatif, réaliste avec la culture économique des États-Unis. Mais bon, tout ça, après, les élites, elles l'oublient, quoi. C'est des référendums qui n'ont pas de traduction, mais c'était drôlement intéressant parce qu'aujourd'hui, ils ont mis l'argent dans des stades, alors que les écoles publiques sont dans un état de dégradation terrible, les enfants, et alors qu'on fait de l'argent avec un stade, parce qu'après, c'est des machines à sous. Mais justement, ce qui investit, je ne sais pas, dans un stade, devrait être obligé, sur les écoles du périmètre. Ça, c'était, je trouve, une proposition politique intéressante qui venait des associations de quartier et des habitants. Et il y avait des leviers pour faire de Détroit un vrai chantier d'un renouveau. Mais malheureusement, je ne suis pas très optimiste. Oui, il y a quand même un pouvoir de l'argent qui reste. Ben oui, et ça, business is business, et là-bas plus qu'ailleurs.